Alors, le but de cette deuxième vidéo est de démontrer l'inégalité de Euler. Qui est une des inégalités clés d'analyse. Et qui sert à différents endroits. La première, c'est qu'on a déjà évoqué cela pour l'inclusion des espaces LP. Ça sert également pour la dualité des espaces LP, pour identifier leur dual, pour pouvoir dire ce qu'est la convergence faible dans P. Mais avant tout, c'est une étape clé pour montrer que LP est bien un espace de Banach, c'est-à-dire que ce qu'on a appelé une norme jusque-là est effectivement une norme et vérifie l'inégalité triangulaire. Alors cette inégalité est la suivante. On va prendre P et P', deux réels, qui ont le droit d'être plus l'infini, et qui vérifie 1 sur P plus 1 sur P' est égal à 1. Avec la convention que si P est égal à l'infini, 1 sur P est égal à 0, c'est que P' est égal à 1. Alors, l'inégalité de Euler dit la chose suivante. On prend oméga mu en espace mesuré. L'infini, c'est pas essentiel ici. Et on va supposer que F est en LP et oméga mu, et G est en LP' et oméga mu. Alors, l'intégrale du produit x, gx, dx, oméga, en valeur absolue. Alors, on va commencer par la première inégalité qui dit que ceci est plus petit que l'intégrale sur oméga produit des valeurs absolues. Alors ça, c'est pas proprement parler Euler, c'est souvent présenté comme une inégalité. Ce qui est vraiment une inégalité de Euler, c'est que l'intégrale du produit est plus petit que le produit des normes de f et de g dans le P. Alors en tout clair, ça donne ceci. L'intégrale de f à la puissance p, le tout à la puissance 1 sur p, l'intégrale de g à la puissance p', à la puissance 1 sur p'. Et c'est évidemment à interpréter comme étant la norme de f dans le P, quand P est défini, norme de G dans le P'. Alors ça ne s'arrête pas là, l'inégalité de Euler nous dit aussi la chose suivante. Alors d'abord, dans 1, l'égalité n'a lieu que dans le cas que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'oscillation ici, réellement, c'est-à-dire que f fois g, c'est E puissance iθ module de f fois module de g. En d'autres termes, la phase de f fois g est constante. Dans 2, c'est un peu plus compliqué. Si P égale 1, à ce moment-là, P', c'est l'infini. Qu'est-ce qui va se passer? On va avoir égalité si et seulement si. Donc ici, c'est évidemment quelque chose sur module de G. Si et seulement si, module de G est égal à une constante sur son support.
vérifions. Si G est comme ça, sa norme infinie, c'est lambda. Et on va bien avoir lambda F, lambda. Il faut également comprendre que tout ceci est symétrique en PP'. Donc on va avoir l'inverse. Si P' égale 1, et P égale infini, on va avoir égalité si c'est F qui est constante sur son support. Sur le support, pas sur le support de l'autre. Et la troisième sera bien ça, support F. Donc là où F vit, il faut que G soit une constante. Là où F est nul, G peut valoir ce qu'elle veut. Et troisièmement, on exclut ces deux cas-là, P et P' sont coincés entre 1 et l'infini. À ce moment-là, on aura constante si et seulement si G est égal à lambda F à la puissance P-1 Vérifier qu'il y a qu'on a bien égalité, c'est facile. Si vous mettez ça là-dedans, vous trouvez lambda F à la puissance P, ça c'est lambda, et ça c'est bien la même chose. Vous avez un lambda qui sort, il faut réaliser que P' fois P-1, c'est P dû à ceci. Et donc les deux ici, c'est norme de Fp, et 1 sur P plus 1 sur P', puissance 7. Vous allez revoir ça. Alors, maintenant il s'agit de démontrer ça. 1 est en général trivial, et ça l'est vraiment si F et G sont réels. Mais si F et G sont à valeur complexe, c'est un tout petit peu plus difficile. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer ce module. Donc il existe θ R, tel que l'intégrale de F fois G du, c'est E puissance Iθ, intégrale de Fg du, qui est évidemment l'intégrale de E puissance Iθ de Fg. On prend simplement la phase. Moins la phase. Ça. Et ensuite, on écrit E puissance Iθ comme une somme de trois fonctions, φ1 moins φ2 plus I φ3. φ1, φ2 sont à valeur positive, et φ3 est simplement réel, c'est la partie imaginaire. G. Donc on écrit cette fonction-là comme une somme de trois fonctions. Et qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir que l'intégrale de E puissance Iθ F G du, c'est l'intégrale de φ1 du moins l'intégrale de φ2 de nu, plus I intégrale de φ3 de nu. Et la première constatation, c'est que ceci est réel. Donc ça, c'est réel. Ça, c'est réel aussi. Et donc, ceci est égal à 0. Donc l'intégrale de φ3 est. Et maintenant, il nous reste ça.
Et ça, ceci étant positif, ceci étant positif, ça c'est plus petit que l'intégrale de phi1 de u plus phi2 de u, puisque ceci est un réel positif. Et donc, ça c'est l'intégrale de phi1 plus phi2 de u. Et phi1 plus phi2, c'est phi1 moins phi2. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que phi1 moins phi2 sont positifs toutes les deux. Donc ça, c'est la partie positive, et ça, c'est la partie négative de la partie réelle. Et donc, quand la partie réelle est positive, ça vaut phi1. Quand la partie réelle est négative, vous avez moins phi2. Et donc, valeur absolue de fg, c'est phi1, de partie réelle négative, c'est phi1 plus phi2. Donc, ce que je dis là, c'est que phi1 moins phi2, c'est la partie réelle de ça. Ça, c'est positif. Ça, c'est la partie positive. Ça, c'est la partie négative. Et donc, phi1 plus phi2, c'est bien ceci. D'accord. Et enfin, la valeur absolue de la partie réelle est toujours plus petite que la valeur absolue de la fonction. Donc ça démontre 1. Quand a-t-on égalité? Ben, on utilise, pour le cas d'égalité, on utilise tout simplement le fait que si phi est positif, et l'intégrale de phi égale 0, ça implique que phi égale 0 presque partout. Alors, quand est-ce qu'on l'utilise? On va l'utiliser une première fois ici, non, A. Si vous on l'utilise en passant d'ici à ici, ça c'est plus petit que ça. Si vous avez égalité, entre ça et ça, c'est que toutes ces inégalités sont des égalités. Donc la première chose, c'est que vous avez égalité là. Ça implique que la partie réelle de puissance Iθ Fg, c'est valeur absolue module de Fg, et ça implique donc que la partie imaginaire de puissance Iθ Fg est égale à 0. Et ça, c'est ce qu'on appelait phi3. Donc, la puissance Iθ Fg, c'est phi1 moins phi2. Et maintenant, on a égalité, du coup, ce terme-là. Voilà, on a aussi égalité en P. Et ça vous dit tout simplement que l'intégrale de phi2 égale à 0. Donc ça, c'est A. Dans B, ça vous dit que l'intégrale de phi2 égale 0, ça implique que phi2 égale 0, et donc ça implique bien que E puissance Iθ Fg, c'est phi1 qui est positif, et donc E puissance Iθ Fg, c'est logique de Fg. Alors c'est pas le même θ qu'ici, j'aurais dû mettre un moins ici. Donc ça démontre 1, ainsi que son cas d'égalité. Alors passons à Euler lui-même, qui est le cas 2.
Et la première chose à faire, c'est de constater que le cas P égale 1, P' égale infini, c'est-à-dire l'intégrale de f g des mu plus petit que norme de f, norme de g, norme de f1, norme de g infini, ici, est une trivialité puisqu'on majore juste g par sa norme infinie et on a égalité très précisément comme ça, toujours d'après le même principe. Alors, P égale 1, P' égale infini, reprenons ce que j'ai dit, on a toujours fg des mu, alors il vaut mieux l'écrire comme produit des valeurs absolues. G est plus petit que G infini, et donc, ça c'est positif. Donc vous avez ça, et ça c'est bien F1. Et quand est-ce qu'on a égalité? C'est une valeur absolue de Fg, c'est module de F, module de G infini. Bon, et ça ne peut se produire que si G est égal à sa norme infinie, presque partout sur le support de F. Bon, P égale infini, P' égale 1, c'est la même chose. C'est simplement vous échanger les rôles de F et G. Et donc, on va supposer que P et P' sont strictement compris entre 1 et l'infini. Et maintenant, on a presque fini. On a presque fini parce qu'il suffit d'introduire U égale F sur norme 1. Presque fini. Dernière chose, c'est également trivial. Si F égale 0 presque partout, ou G égale 0 presque partout. Donc on suppose que ce n'est pas le cas. C'est trivial parce que c'est simplement 0 égale 0. Donc on suppose que ce n'est pas le cas. Et donc, norme de F P et norme de G P' sont différentes de 0. Ce qui nous permet d'introduire U égale F en norme de F P à la puissance P et V égale norme de G P' à la puissance P'. Et qu'est-ce qu'il faut faire à partir de là? On va utiliser la concavité du log. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je prends alpha entre 0 et 1, je vais avoir alpha log de U plus 1 moins alpha log de V est plus petit que log de alpha U plus 1 moins alpha V. Convexité, c'est dans l'autre sens, concavité, c'est dans ce sens-là. C'est concave parce que la dérivée seconde de log, c'est moins 1 sur x au carré qui est négative. Et si vous passez à l'exponentielle de ceci, ça va vous donner U à la puissance alpha, E puissance alpha log de U, le plus par l'exponentielle va vous donner un produit, V à la puissance 1 moins alpha, le petit exponentiel du log alpha U, plus 1 moins alpha V. Alors on a un tout petit peu mieux, parce que log est en fait strictement concave.
donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que cette inégalité-là est stricte, sauf si U égale V. C'est une inégalité stricte, sauf dans le cas où c'est trivial, U égale V. Quel cas vous avez U égale à U. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre alpha égale 1 sur P. 1 moins alpha, ben c'est 1 sur P'. Et donc ça va vous donner U à la puissance alpha, c'est ceci à la puissance P, à la puissance 1 sur P, donc c'est U. Donc vous allez avoir F sur Fp, G sur Gp, est plus petit que alpha, 1 sur P, intégrale de Fp, pardon, pour l'instant, Fp sur norme de Fp à la puissance P, plus 1 sur P', G à la puissance P', évidemment, G à la puissance P', sur norme de G à la puissance P', fois la puissance P'. On intègre sur oméga par rapport à la mesure mu, et qu'est-ce que vous allez avoir? 1 sur norme de Fp Gp', intégrale sur oméga de F, de valeur absolue de F, valeur absolue de G de mu, est plus petit que 1 sur P, intégrale de Fp d mu sur Fp à la puissance P. Ça fait 1. Plus 1 sur P', intégrale de Gp', d mu sur norme de G, P' à la puissance P'. Ça fait 1 aussi. Donc ça fait 1 sur P plus 1 sur P' est égal à 1. Donc ça, c'est bien l'inégalité de Euler. Quand a-t-on égalité? Il faut avoir égalité ici. À nouveau, c'est la même chose. L'égalité ici vous implique que vous avez égalité là, et vous utilisez la loi de concavité. Ça donne exactement ce qu'on a affirmé plus haut. Alors nous allons maintenant donner une deuxième démonstration de l'inégalité de Euler, qui est légèrement différente, mais également basée sur un argument de convexité, via l'inégalité de Gensen. Alors c'est une inégalité assez utile en probabilité, et à nouveau, on part d'un espace mesuré. On va imposer, dans ce cours, on va imposer une restriction qui ici est importante, c'est que la mesure est finie. Ensuite, puisqu'elle est finie, on va pouvoir définir ses moyennes. Et on va la noter F entre crochet, donc c'est la moyenne sur oméga de la fonction, donc c'est 1 sur la mesure d'oméga, intégrale sur oméga de x. Et ceci est donc la moyenne de f. Alors, dernière chose dans ceci, on va prendre j, une fonction convexe. Alors, J va aller de R dans R.
l'utiliser que dans ce cadre-là. On va supposer pour la démonstration qu'elle est C1, mais je vais vous donner l'énoncé général, il n'y a pas besoin de cette hypothèse. Alors il va se passer deux choses. La première, c'est que quand on compose f dans L1 par j, on ne va pas forcément obtenir une fonction intégrale, mais la partie négative l'est. Donc, la partie négative ne pourra jamais être trop grande, d'avoir trop de masse. Et la conséquence de ça, c'est qu'on va pouvoir définir l'intégrale de j rond f de x d mu de x. J'ai oublié de dire qu'ici, f était à valeur réelle. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est la somme de l'intégrale de la partie positive moins l'intégrale de la partie négative. En toute généralité, cette chose-là pourrait ne pas être définie parce que ça pourrait être une forme indéterminée plus l'infini moins l'infini. Mais puisqu'on a ça, c'est parfaitement défini. Parce que, comme dit, c'est la somme de la partie positive et de la partie négative, ou moins la partie négative sont des structures positives. Et ceci étant dans L1 veut dire que ça c'est bien fini. Et donc c'est bien défini. Donc ça c'est la première partie de l'inégalité de Nielsen. La deuxième, c'est que si on applique J à la moyenne, c'est plus petit que la moyenne de J en F. En d'autres termes, J de 1 sur U de oméga intégrale sur oméga de f de x d mu de x est plus petit que 1 sur U de oméga intégrale sur oméga de J de f de x d mu de x. Alors, juste une petite remarque. 1 sur nu de oméga, si vous le mettez à l'intérieur, vous pouvez remplacer la mesure mu par la mesure utile qui est d mu sur nu de oméga. Et cette mesure est une mesure de probabilité. Alors, démontrons ceci. Et pour simplifier, J est C1. Je dirais comment on adapte à la fin. C'est le cas le plus commun. Comme J est convexe, qu'est-ce qui se passe avec une fonction convexe? Par définition, une fonction convexe, les valeurs de la fonction sont au-dessus de le graphe au-dessus de la tangente. Ce qui se lit comme J de x est plus grand que J de a plus J prime de a x moins a, par convexité. Alors là, on dit évidemment que c'est C1, et pour ne pas avoir l'hypothèse si J n'est pas C1, ceci n'a pas lieu d'être. Néanmoins, pour toute fonction affine inférieure à J, J est le sub des fonctions affines Cannes-Major. Et donc, on commence en général par remplacer J par une fonction affine.
et vérifier que tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre T. J'ai pas de T. On va prendre I. Je vais écrire J. Mais moi, ce sera mieux. On va prendre T égale F de X. Ça, on a les bons variables. Et A, la moyenne de F. Et qu'est-ce que j'ai alors? J'ai J de F de X est plus grand que J de la moyenne de F. Donc J' de la moyenne de F. F de X moins J' de la moyenne de F, la moyenne de F. Et ça, je vais l'écrire J plus de F de X moins J moins de F de X. Et je vais maintenant prendre, on va montrer que ça c'est dans L1, donc les seuls X qu'il faut considérer, c'est ceux tels que J moins de F de X n'est pas nul. Je vous rappelle peut-être rapidement comment on obtient ce qui est J plus et J moins de X. Ça, c'est J plus de F de X. Quant à J moins, ça va être cette fonction-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend la valeur absolue et on coupe entre là où la fonction est positive et là où elle est négative. J plus, c'est là où elle est positive, J moins, c'est là où la fonction est négative. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? Si J moins de F de X n'est pas nul, J plus de F de X est égal à 0. Et donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais réécrire cette inégalité comme J moins de F de X. On va faire passer ça de ce côté. Je vais réorganiser mes termes ici. Et on prend ici, plus J' de F à la moyenne de F, moins J moins. Donc voilà ce qu'on obtient si on réorganise ceci. Et qu'est-ce qu'on constate? Ça, c'est une constante. Ça, c'est dans L1. Et maintenant, ça aussi, c'est une constante. Ceci. Ça aussi, c'est une constante. Et c'est là qu'intervient l'hypothèse que nu de oméga fini. Les constantes, pour une mesure finie, c'est intégrable. Bon, donc on a J- qui est coincé entre 0 et la somme de deux fonctions intégrables, qui est donc intégrable. On peut mettre des valeurs absolues autour si ça vous inquiète. Et donc, ça démontre pour démontrer petit 2, ben on va repartir de ça.
Et qu'est-ce qu'on a ici? On a J de F d'un côté est plus petit que J de F de X. Et là, je vais les regrouper les termes. Plus J de F fois F de X moins sa moyenne. Et maintenant, qu'est-ce qu'on prend? On prend la moyenne. C'est-à-dire qu'on intègre sur dnu, sur oméga par rapport à dnu, et on divise par nu de nu. Ça va, ça c'est un nombre, moyenne d'une constante, c'est la constante, et si une chose est plus petite qu'une autre, une fonction est plus petite qu'une autre, les moyennes sont dans le même sens. Donc ça c'est J rond F, donc on va avoir J de F, ce nombre, sa moyenne c'est lui-même plus petit que ça, plus J de F, ça c'est un nombre, donc quand on moyenne un nombre fois une fonction C, on peut le sortir de la moyenne. Et puis, moyenne d'une fonction dans sa moyenne, c'est nu. Et puis, si vous avez un doute, il n'y a qu'à l'écrire. C'est 1 sur nu de oméga, intégrale sur oméga de f de x moins constante. Vous utilisez la linéarité, vous arrivez à ça. Et puisque ça c'est nul, bah, regardez ce qui reste, c'est précisément. Alors maintenant que nous avons démontré Jensen, nous pouvons démontrer Hölder. Et à première vue, c'est pas évident de voir où est le rapport, parce que là on a une mesure finie et là on n'en a pas. Donc je rappelle que ce qu'il faut démontrer, c'est ceci. Et on va commencer par quelques réductions. Première, c'est que le cas les cas P égale 1 et prime infini et P égale infini et P prime égale 1 se traitent directement, il n'y a rien à faire. Donc on va commencer par réduire au cas 1, où P est compris strictement entre 1 et l'infini. La deuxième chose, c'est que si on appelle oméga prime, alors deuxième chose, f égale 0 ou g égale 0, c'est pareil, presque partout évidemment, ce sont des cas triviaux, donc on les exclut ici. Et troisième chose, on peut exclure encore un peu plus, c'est que si on pose oméga prime l'ensemble des x tel que g de x est différent de 0,
on va avoir nu de oméga prime est strictement positif, puisqu'on a supposé que G n'est pas la fonction nu. L'intégrale sur oméga c'est la même chose que l'intégrale sur oméga prime à gauche. D'accord, puisqu'on a enlevé là où c'était 0. Pareil. Ici. Et l'intégrale, alors là il faut faire attention à l'ordre. Si je n'intègre que sur oméga prime, je vais avoir quelque chose. Si j'intègre module de f à la puissance p que sur oméga prime, je vais obtenir quelque chose de plus petit, puisque j'intègre une fonction positive. Donc supposez maintenant que j'ai démontré ça pour oméga prime à la place de oméga. Ben là j'ai la même chose, là j'ai quelque chose de plus petit, là j'ai la même chose, et donc je peux remplacer ensuite, j'obtiens quelque chose de plus grand passant de oméga à oméga prime. Et donc il suffit de montrer Euler pour oméga remplacé par oméga prime, c'est-à-dire supposer que g de x est différent de 0 plus que 1. Alors ça, ce sont des réductions qui vont maintenant nous permettre de faire une chose assez simple, qui va consister à remplacer la mesure mu par une autre fonction. Et donc on va poser mu, qui va être la mesure des mu, mu va être la mesure des mu, pondérée par g de x à la puissance p'. Et on va appliquer Jensen avec cette mesure-là. Et qu'est-ce qu'on remarque? Nu de oméga, qui par définition, c'est l'intégrale de 1 sur oméga par rapport à la mesure des mu, on remplace. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve g de x à la puissance p' dmu de x. Et donc ceci est bien une mesure finie, puisqu'on a supposé que g était dans Lp'. Donc on a une mesure finie. Et maintenant, bon, donc nous venons de voir que mu d'oméga, c'est une norme de g dans Lp' à la puissance p'. C'est une norme P', il y a une puissance 1 sur P' pour tout ça. La deuxième chose que nous allons faire, nous allons réécrire ça comme une intégrale par rapport à cette mesure-là. Et qui est f de x, c'est le module de f de x à la puissance g de x moins p' sur p. En vérifiant qu'on arrive bien à ce qu'il faut, on a p', la puissance qui vient d'ici, moins p' sur p, c'est bien p' 1 moins
1 sur P, et là, la propriété qui relie P et P', c'est bien que 1 moins 1 sur P, c'est 1 sur P'. Donc, ça c'est bien 1. D'accord? La puissance 1 ici a été écrite sous la forme P' moins P' sur P. Donc, voilà qui est F. Et est-ce que ça, on a le droit de définir ce F? Ben oui, parce qu'on a supposé que G de X ne s'annulait pas. Donc, il n'y a pas de problème à prendre une puissance négative. On aurait un problème si G de X s'annulait sur un ensemble de mesures positives. Donc, grand F. Et la fonction que nous allons prendre, la fonction complexe que nous allons prendre, c'est J égale module de T à la puissance P, qui est bien convexe, et elle est bien C1 parce que on a soin de prendre P plus grand que A. Bon, et donc que vous dit Jensen? Jensen vous dit que l'intégrale sur oméga de f de x dx dx sur nu de oméga, tout ça à la puissance p, est plus petit que l'intégrale sur oméga de f de x à la puissance p. F est positive, donc il n'y a pas de valeur absolue, un tout petit peu simplifier la vie, sur nu de oméga. Il ne reste plus qu'à identifier les différentes choses. On va mettre déjà les nus de oméga au bon endroit. Ça, nous venons de voir, c'est ceci, on a tout fait pour. Ensuite, je vais commencer par les nus de oméga parce que c'est un peu plus simple. On va avoir nu de oméga à la puissance 1 moins p fois intégrale sur oméga de f de x à la puissance p donc on remplace f de x à la puissance p, c'est module de f de x à la puissance p, module de g de x à la puissance moins p' sur p fois p, puissance moins p', d nu de x, g de x à la puissance p', d nu de x. Et donc là, on va voir que tout se passe très bien, puisque ceci, bien, ça et ça se simplifie. Donc ceci est bien norme de f p à la puissance p. Et il ne reste plus qu'à voir ceci. Ben, ça, c'était norme de g p' à la puissance p', 1 moins p. Et p' 1 moins p, là, le plus simple est d'écrire ce que vaut p'. On a 1 sur p plus 1 sur p' égale 1. Donc 1 sur p', c'est 1 moins 1 sur p. C'est p moins 1 sur p. Et donc p', c'est p sur p moins 1. C'est pas 1 moins p, mais c'est bien p moins 1 ici, excusez-moi. Donc c'est p' moins 1. Et p' moins 1, ça fait p. Donc on retrouve g p'. Et donc nous venons de voir que l'intégrale de fg à la puissance p est plus petit que le produit des normes f
et j'ai mon amplitude, le tout à la puissance. Et ça, c'est bien une égalité de Euler. Alors, le cas d'égalité un peu plus complexe à déduire de cette méthode-là, il faut déjà commencer par regarder le cas d'égalité dans l'Insel.